J'étais en train d'accoucher lorsque ma belle-mère a fait irruption dans la salle d'accouchement, hurlant que mon bébé appartenait à sa fille. Elle a essayé de l'arracher de ma poitrine pendant que mon mari restait là, pétrifié. L'infirmière l'a immédiatement repoussé, mais il était trop tard. Le bébé ne bougeait pas. Et soudain, ce jour qui était censé être le plus beau de ma vie. Après 36 heures de travail, j'étais enfin sur le point de rencontrer mon petit garçon. Les contractions étaient fortes et rapprochées. Ma péridurale commençait à s'estomper, et j'étais épuisée au-delà de toute mesure. Mais j'étais prête. Encore une grosse poussée, Evelyne, m'encouragea le docteur Winters d'entre mes jambes. On voit sa tête. Vous vous en sortez très bien. Mon mari, Marcus, me serra la main. Tu vas y arriver, Evie, murmura-t-il. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient d'excitation. Je fermai les yeux, rassemblai le peu de force qu'il me restait, et poussai de toutes mes forces. La douleur était explosive, irradiant de mon ventre à tout mon corps. Mais je sentais mon fils entrer dans le monde. Un son étranglé, presque animal, s'échappa de ma gorge alors que je forçais. Puis, juste au moment où je sentis la sensation de brûlure des épaules de mon fils qui passait, la porte de la salle d'accouchement s'ouvrit à la volée avec un bruit qui fit sursauter tout le monde. Où est-il? Où est-il? Le cri strident était reconnaissable entre tous. Ma belle-mère, Judith. À travers le brouillard de ma douleur et de mon effort, je la vis entrer en trombe dans la pièce, le visage déformé par la rage, son sac à main de créateur se balançant sauvagement à son bras. Derrière elle, une infirmière essayait de l'intercepter, criant « Madame, vous ne pouvez pas être ici ». Mais Judith était inarrêtable. Elle avait toujours été une force de la nature, riche, privilégiée et habituée à obtenir ce qu'elle voulait. Mais je ne l'avais jamais vue comme ça. Ses cheveux argentés, d'habitude parfaitement coiffés, étaient en désordre. Son maquillage coûteux était maculé de larmes. « C'est le bébé de ma fille », hurla-t-elle en me montrant du doigt. « Tu le lui as volé. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du bip régulier du moniteur fœtal. Même la médecin s'arrêta, ses mains toujours positionnées pour recevoir mon enfant. « Maman, de quoi parles-tu » finit par dire Marcus, la voix pleine de confusion. « Maman, tu dois partir tout de suite. » Mais Judith n'écoutait pas. Ses yeux étaient fous, fixés sur l'espace entre mes jambes où notre bébé émergeait encore. « Lisa m'a tout raconté », cracha-t-elle, faisant référence à l'ex-petite amie de Marcus d'il y a 5 ans. Elle m'a dit comment tu as piégé mon fils, comment tu es tombée enceinte alors qu'il était encore amoureux d'elle. Le docteur Winters retrouva sa voix. « Sécurité en salle d'accouchement 4, dit-elle calmement dans l'interphone. Puis, s'adressant à moi, Evelyne, j'ai besoin que vous continuiez à pousser. Votre bébé doit sortir maintenant. J'essayais de me concentrer, de faire abstraction du chaos, mais Judith avançait vers le pied du lit. Marcus, arrête là, suppliai-je, mais quand je regardais mon mari, il était figé sur place, son visage un masque de choc et d'indécision. C'est alors que je le sentis. Le soulagement final lorsque mon fils entra enfin complètement dans le monde. Il n'y eut pas de cri, juste un silence soudain et terrible. Le docteur Winters pinça et coupa rapidement le cordon. « Infirmière, prenez le bébé », ordonna-t-elle, la voix tendue par l'urgence. Mais avant que l'infirmière ne puisse bouger, Judith se jeta en avant. « C'est le bébé de Lisa », cria-t-elle, tendant la main vers mon fils nouveau-né. Elle m'a tout dit. Tu as utilisé le sperme congelé de mon fils. Du sperme qu'il avait stocké pour Lisa avant leur rupture. Ses mains, avec leurs ongles rouges parfaitement manucurés, agrippèrent mon petit garçon, encore glissant des fluides de naissance et de sang. Sa bague égratigna sa peau délicate alors qu'elle essayait de l'arracher des mains de la médecin. Sécurité, appela de nouveau le docteur Winters, plus urgemment cette fois. L'infirmière à ma droite bougea avec une vitesse surprenante pour quelqu'un de son âge. Elle se glissa entre Judith et la médecin, bloquant physiquement ma belle-mère pour l'empêcher d'atteindre mon enfant. « Madame, vous devez reculer maintenant », dit l'infirmière, sa voix ferme comme l'acier. Mais le mal était fait. Dans la bousculade, mon bébé, mon magnifique et parfait petit garçon,
avait glissé des mains de la médecin. Je le vis tomber, comme au ralenti, d'une distance de moins de 30 centimètres sur la table d'accouchement rembourrée. Un silence terrible s'abattit sur la pièce. Mon fils ne pleurait pas. Il ne bougeait pas. Le bébé ne respire pas, dit le docteur Winters, sa voix devenant soudainement clinique et détachée. Elle appuya sur le bouton d'urgence murale. Code bleu en salle d'accouchement 4. J'ai besoin d'une équipe de néonatologie, urgence. Alors que le personnel médical se précipitait, écartant Judith, mon mari bougea enfin, mais pas vers moi. Pas vers notre fils. Au lieu de cela, il attrapa sa mère par les épaules. « Maman, qu'est-ce que tu racontes, bon sang ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Lisa, qu'est-ce que Lisa a à voir avec ça ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. Notre fils ne respirait pas, et Marcus posait des questions sur son ex-petite amie. Le monde se mit à tourner. Des taches noires apparurent dans ma vision. La dernière chose que je vis avant de m'évanouir fut mon minuscule fils immobile, emporté par une équipe de médecins, tandis que mon mari se tenait debout, les bras autour de sa mère en sanglots. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une salle de réveil. Les lumières fluorescentes étaient trop vives, aggravant mon mal de tête lancinant. Pendant un instant, je ne pouvais pas me souvenir où j'étais ni pourquoi j'étais là. Puis tout est revenu d'un coup. Mon bébé. J'ai essayé de m'asseoir, ignorant la douleur aiguë qui me déchirait le bas du corps. Une infirmière m'a doucement repoussée. « Madame Chen, vous devez rester tranquille, » dit-elle doucement. « Vous avez perdu beaucoup de sang. » Mon bébé, croc à ses jeux, la gorge irritée par les cris de l'accouchement. « Où est mon fils ? Est-ce qu'il va bien ?» L'infirmière hésita un instant de trop. « Il est vivant, » dit-elle enfin, « mais je devrais laisser le médecin vous expliquer son état. » Un soulagement m'envahit, suivi immédiatement d'une nouvelle vague de peur. Qu'est-ce que Judith avait fait à mon enfant ? J'ai dû m'assoupir à nouveau, car lorsque j'ai rouvert les yeux, Marcus était assis à côté de mon lit. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses vêtements étaient froissés. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. « Evie » murmura-t-il en prenant ma main. Sa paume était moite. « Tu es réveillée. » J'ai retiré ma main. « Où est notre fils ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il va bien ? » Le visage de Marcus se décomposa. « Il est stable. » Ils l'ont mis sous respirateur. Quand il est tombé, sa voix se brisa, il y a eu un édème cérébral. Ils font tout ce qu'ils peuvent. La pièce sembla basculer. Quand il est tombé ? Tu veux dire quand ta mère a essayé de le kidnapper et que la médecin l'a laissé tomber ? Marcus grimaça. C'était un accident, Evie. Maman ne voulait pas, n'ose même pas la défendre, sifflai-je, la rage me donnant une force que je ne me connaissais pas. Où est-elle ? L'ont-ils arrêtée ? Marcus baissa les yeux sur ses mains. Elle est à la maison. Elle n'est pas bien, Evie. Elle a eu une crise psychotique. Elle croyait vraiment. Je me fiche de ce qu'elle croyait. J'ai lutté pour m'asseoir à nouveau, ignorant la douleur. Elle a essayé de prendre notre fils, et tu es resté là sans rien faire. Des larmes remplirent les yeux de Marcus. Je sais. Je suis tellement désolée. J'étais sous le choc. Sors, dis-je, ma voix tremblant de fureur. Sors de ma chambre tout de suite. Evie, s'il te plaît. Sors, hurlai-je, sans me soucier de qui pouvait m'entendre. Et dis-leur que je veux voir mon fils. Maintenant. Après le départ de Marcus, je me suis allongée sur les oreillers, l'esprit en ébullition. Qu'avait voulu dire Judith à propos de Lisa et du sperme congelé ? Marcus et moi avions lutté contre l'infertilité pendant des années avant que je ne tombe enfin enceinte naturellement. Nous n'avions jamais eu recours à des traitements de fertilité. À moins que... Non, ce n'était pas possible. Marcus n'aurait pas menti sur quelque chose d'aussi fondamental. Mais les mots de Judith résonnaient dans ma tête. Tu as utilisé le sperme congelé de mon fils. Du sperme qu'il avait stocké for Lisa avant leur rupture. Comment Judith aurait-elle pu savoir pour le sperme congelé si ce n'était pas vrai ? Il m'a fallu tout mon pouvoir de persuasion,
mais 3 heures plus tard, une infirmière m'a aidé à monter dans un fauteuil roulant et m'a emmené à l'unité de soins intensifs néonatales. Derrière la vitre, dans un enchevêtrement de tubes et de fils, gisait mon minuscule fils. Sa petite poitrine parfaite se soulevait et s'abaissait mécaniquement avec le respirateur. Un bandage couvrait une partie de sa tête où ils avaient placé un shunt pour soulager la pression sur son cerveau. Marcus était assis à côté de l'incubateur, la tête entre les mains. Il leva les yeux quand j'entrai, ses yeux rougis et désespérés. « Evie » commença-t-il, mais je le coupai d'un geste de la main. L'infirmière de la néonatologie m'aida à me désinfecter les mains et me guida vers une chaise de l'autre côté de l'incubateur, en face de Marcus. « Vous pouvez le toucher » dit-elle doucement. « Faites juste attention au tube. » Les doigts tremblants, je passai la main par la petite ouverture de l'incubateur et caressai la joue incroyablement douce de mon fils. Sa peau était chaude. Dieu merci, il était chaud, et je pouvais voir sa minuscule poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration mécanique. Il s'appelle Ethan, dis-je. Ethan James Shen. Pas un seul nom de la famille de Marcus. Aucun héritage que Judith puisse revendiquer. Après que l'épuisement m'eut submergé, l'infirmière insista pour que je retourne dans ma chambre. J'étais encore sous le choc des accusations de Judith. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé mon père. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années, pas depuis qu'il avait clairement exprimé sa désapprobation de mon mariage avec Marcus. Papa avait toujours pensé que Marcus était trop faible, trop contrôlé par sa mère autoritaire. Evelyn, sa voix était méfiante mais alerte malgré l'heure tardive. Papa, dis-je, et j'éclatai en sanglots. À son honneur, mon père ne m'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Au lieu de cela, il a écouté pendant que je lui déballais toute l'horrible histoire, la naissance traumatisante, les accusations de Judith, la réaction étrange de Marcus et l'état précaire d'Ethan. « Je serai là demain matin », dit-il finalement, « et j'amène Simone avec moi. » Simone était sa femme avocate, un requin au tribunal d'après ce que j'avais entendu. Après avoir raccroché, je me suis allongée sur le lit, physiquement et émotionnellement épuisée. Le sommeil ne venait pas, cependant. Mon esprit ne cessait de rejouer les accusations folles de Judith et le comportement évasif de Marcus. La chambre d'hôpital semblait stérile et froide. Le bip des moniteurs était un rappel constant de l'endroit où j'étais et de ce qui s'était passé. J'avais toujours imaginé ce jour si différemment. Marcus et moi, contemplant avec adoration notre nouveau-né, prenant ses premières photos précieuses, appelant nos amis et notre famille pour partager notre joie. Au lieu de cela, j'étais seule. Mon fils se battait pour sa vie et mon mari. Mon mari. L'homme en qui j'avais une confiance absolue. L'homme qui m'avait tenu la main à travers 3 ans de tests de grossesse négatifs, qui avait essuyé mes larmes après chaque tentative ratée. Tout cela n'avait-il été qu'un mensonge? Avait-il pensé à Lisa tout ce temps? Je me suis souvenu de sa demande en mariage sur un voilier dans la baie, avec le Golden Gate Bridge en silhouette contre le coucher du soleil. Il avait semblé si certain, si amoureux. « C'est toi, Evie », avait-il dit. « Tu es mon avenir. » Quand cela avait-il changé? Ou cela avait-il jamais été vrai? Ce doute lancinant ne me laissait aucun repos. J'avais besoin de réponses. J'ai pris mon téléphone et j'ai cherché Lisa Shen San Francisco, sachant qu'elle avait gardé le nom de famille de Marcus pour des raisons professionnelles même après leur rupture. Les résultats ont montré un profil LinkedIn pour Alisa Shen, PhD, psychologue du développement. J'ai cliqué dessus et mon sang s'est glacé. Sa photo de profil montrait une femme asiatique souriante avec une peau parfaite et des cheveux noirs brillants. Sa dernière mise à jour professionnelle datait de 6 mois, de retour à San Francisco après 5 ans à Londres. Excitée de commencer mon nouveau poste au UCSF Medical Center. Lisa avait été à Londres pendant les 5 dernières années. Et maintenant, elle était de retour, juste au moment où je devais accoucher. J'ai continué à faire défiler les résultats de la recherche et j'ai trouvé un article récent dans une revue médicale, Recherche révolutionnaire sur la mémoire génétique chez les nourrissons, par le docteur Lisa Shen. La photo d'accompagnement montrait Lisa en blouse de laboratoire, debout à côté de nul autre que la mère de Marcus,
Judith Chen, identifiée comme la directrice de la fondation de la famille Chen, qui avait apparemment financé la recherche. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Judith avait maintenu une relation avec l'ex de Marcus toutes ces années, et maintenant, juste au moment où j'avais le bébé de Marcus, elles travaillaient ensemble. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées en spirale. Une infirmière passe à la tête. Madame Chen, votre mari m'a demandé de vous informer qu'il rentre à la maison pour prendre une douche et se changer. Il sera de retour dans quelques heures. J'ai hoché la tête, engourdie. Merci. Après son départ, j'ai pris une décision. Je devais découvrir la vérité, et je devais le faire maintenant, pendant que Marcus était parti. M'habiller fut une épreuve qui me laissa en sueur et haletante, mais j'y suis parvenue. J'ai attendu que les infirmières soient occupées avec un autre patient avant de me diriger lentement dans le couloir vers l'ascenseur. Dehors, j'ai appelé un VTC et j'ai donné au chauffeur une adresse que je connaissais par cœur, le domaine de la famille Chen à Pacific Heights. Le manoir des Chen était illuminé comme un paquebot de croisière quand je suis arrivé. Malgré l'heure tardive, j'ai payé le chauffeur et j'ai monté péniblement la longue allée. Chaque pas envoyait des vagues de douleur à travers mon corps postpartum. Au moment où j'ai atteint l'immense porte d'entrée, j'étais étourdie et nauséeuse, mais la rage qui brûlait en moi me faisait avancer. J'ai sonné à la porte, entendant son carillon mélodieux résonner dans la maison. Après un moment, la porte s'ouvrit pour révéler Wei, la gouvernante de longue date de la famille Chen. Ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Madame Evelyn, que faites-vous ici ? Vous devriez être à l'hôpital. »« Où sont-ils » demandai-je en la bousculant pour entrer dans le hall en marbre. « Où est Judith ?» Wei se tordit les mains nerveusement. « Madame Chen est dans son bureau avec Monsieur Marcus et le docteur Lisa. »« Mais Madame Evelyn, vous n'avez pas l'air bien. » Je n'ai pas attendu d'entendre le reste. Je me suis dirigée vers le bureau de Judith, une pièce que j'avais toujours détestée avec ses meubles anciens intimidants et ses murs tapissés de photographies des réussites de la famille Chen. Pas une seule ne me montrait, malgré 7 ans de mariage. La porte était entr'ouverte, et je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Je les poussai sans frapper. 3 têtes se tournèrent vers moi en parfaite synchronisation. Judith dans son fauteuil de direction en cuir, Marcus perché anxieusement sur un pouf, et une femme que je reconnus de la photo LinkedIn assise sagement sur le bord du canapé. Lisa Chen en chair et en os. Evelyn. Marcus bondit sur ses pieds. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à l'hôpital. Toi aussi, répondis-je froidement, avec ton fils. Tu te souviens de lui ? Le bébé qui se bat pour sa vie à cause de ta mère. Le visage de Judith se durcit. Tu as un sacré culot de venir ici après ce que tu as fait. J'ai ri amèrement. Ce que j'ai fait ? Vous avez failli tuer mon enfant aujourd'hui et vous m'accusez ? Mon enfant, dit doucement Lisa, parlant pour la première fois. Biologiquement, du moins. La pièce devint silencieuse. Je la fixai, puis Marcus, attendant un démenti qui ne vint pas, « De quoi parle-t-elle » demandai-je, bien que je commençais à assembler les pièces du puzzle. Marcus s'avança vers moi, les mains tendues. « Evie, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que ça ressemble à un mensonge qui dure depuis notre mariage. » Marcus jeta un regard nerveux à sa mère, qui lui fit un signe de tête sec. « Tu sais que nous avons eu du mal à concevoir » commença-t-il d'une voix hésitante. Le médecin a dit que mon taux de spermatozoïdes était trop bas. Oui, je me souviens, dis-je. Nous avons essayé pendant 3 ans. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai eu le même problème avec Lisa il y a des années. Nous voulions avoir des enfants, alors j'ai fait congeler des échantillons de sperme sain avant que mon taux ne baisse trop. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Et tu n'as jamais pensé à m'en parler pendant nos traitements de fertilité ? Marcus eut la décence d'avoir l'air honteux. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. Ces échantillons étaient pour Lisa et moi. Quand nous avons rompu, je les ai juste oubliés. Menteur, intervint Lisa, sa voix étonnamment douce.
Tu n'as pas oublié, Marcus. Tu m'as dit que tu allais les détruire. C'est ce que nous avions convenu. Je regardais l'un et l'autre, la tête me tournait. Donc, les échantillons existent toujours, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Ethan? Je suis tombée enceinte naturellement. Nous ne suivions même plus de traitement. Un lourd silence emplit la pièce. Ce fut Judith qui le rompit finalement. Le soir de votre dîner d'anniversaire l'année dernière, dit-elle froidement. Celui que j'ai organisé ici. Tu avais trop bu et tu es allé t'allonger. Tu t'en souviens? J'ai hoché la tête lentement. J'avais eu un terrible mal de tête et j'étais allé me reposer dans l'une des chambres d'amis. Quand je m'étais réveillée, je m'étais sentie étrange, un peu désorientée, mais j'avais mis ça sur le compte du champagne. Qu'est-ce que vous m'avez fait, murmurai-je, l'horreur m'envahissant. Rien qui ne soit justifié, lança Judith. Lisa venait de rentrer de Londres. Elle et Marcus se sont retrouvés. Ils ont réalisé qu'ils avaient encore des sentiments l'un pour l'autre. Je regardais Marcus, qui ne pouvait pas soutenir mon regard. C'est vrai? Nous nous sommes vus pour déjeuner, admit-il, juste pour prendre des nouvelles. Mais Evie, il ne s'est rien passé. Ne lui mens pas maintenant, l'interrompit Lisa. Pas après tout ça. Elle se tourna vers moi. Nous avons fait plus que déjeuner. Nous avons couché ensemble une fois. Et puis Marcus m'a dit qu'il ne pouvait pas te quitter. La pièce tournait. Je me suis agrippée au cadre de la porte pour me soutenir. Et alors? Vous avez décidé d'utiliser son sperme congelé pour tomber enceinte de son bébé par vengeance? Lisa secoua la tête. Non, je n'ai jamais voulu d'enfant. Ça a toujours été le rêve de Marcus, pas le mien. C'est pour ça que nous avons rompu à l'époque. Alors quoi? C'était mon idée, dit Judith, levant le menton avec défi. Lisa est venue me voir, m'a parlé de leur liaison. Je voyais à quel point Marcus était malheureux avec toi. Il l'a toujours été. Tu l'as piégé, tu l'as forcé à choisir entre sa famille et toi. Ce n'est pas vrai, dis-je. Mais ma voix semblait faible, même à mes propres oreilles. Quand j'ai découvert que les échantillons congelés existaient toujours, j'ai vu une opportunité, poursuivit Judith. Si tu étais enceinte, Marcus resterait avec toi par devoir. Mais l'enfant serait biologiquement celui de Lisa, un vrai chêne avec nos gènes supérieurs. J'ai eu la nausée. Vous dites que vous avez utilisé les ovules de Lisa et le sperme congelé de Marcus pour me faire tomber enceinte? Ce n'est même pas scientifiquement possible sans FIV. Pas tout à fait, dit Lisa. Elle eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. Ils ont utilisé le sperme de Marcus, mais l'ovule était le tien. Le docteur Reynolds a effectué la procédure pendant que tu étais sous sédatif. Docteur Reynolds, mon gynécologue, celui que Judith m'avait recommandé des années auparavant. Vous me dites que mon médecin a pratiqué une insémination artificielle sur moi sans mon consentement? La pièce tournait définitivement maintenant. C'est une agression. C'est un crime. C'était pour le bien de la famille, dit Judith d'un ton dédaigneux. La lignée des chênes doit continuer. Tu échouais à la seule chose que tu étais censée faire en tant qu'épouse de Marcus. Et vous étiez tous de mèche? Je regardais Marcus, qui semblait rétrécir sous mes yeux. Tu savais qu'il m'avait violée comme ça? Pas avant, murmura-t-il. Maman me l'a dit un mois plus tard, quand tu as annoncé que tu étais enceinte. J'étais si heureux, Evie. Je pensais que c'était un miracle. C'était un crime, répétai-je. Vous faisiez tous partie d'un complot pour m'agresser. Personne ne te croira, dit froidement Judith. Le docteur Reynolds a déjà modifié tes dossiers médicaux. Pour tout le monde, tu as suivi des traitements de fertilité avec ton plein consentement. Tu as même signé les formulaires. Je me souvenais maintenant. Il y avait eu tellement de formulaires au fil des ans. Je faisais confiance à Marcus pour me les lire, pour me dire ce que je signais. Pourquoi me dites-vous ça maintenant, demandai-je, ma voix me paraissant lointaine. Pourquoi êtes-vous venu à l'hôpital aujourd'hui et avez-vous fait cette scène? Lisa se leva, lissant son chemisier impeccable. Parce que j'ai changé d'avis.
Revoir Marcus m'a rappelé ce que nous avions, ce que nous pourrions avoir à nouveau. Elle traversa la pièce et posa sa main possessivement sur le bras de Marcus. Il ne la repoussa pas, le bébé était censé être à nous. Nous allions l'élever ensemble. Pendant que je faisais quoi? Je disparaissais, tout simplement. Marcus allait demander le divorce, dit Judith d'un ton neutre. Après une période de deuil convenable. L'implication me frappa comme un coup physique. Vous aviez l'intention de me tuer. Bien sûr que non, dit rapidement Marcus. Personne n'allait te faire de mal, Evie. Ça n'a jamais été le plan. Alors, quel était le plan? Personne ne répondit. Le silence me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Vous êtes tous fous, dis-je en reculant vers la porte. Mon père et sa femme seront là demain matin. C'est une avocate. Quand je leur dirai ce que vous avez fait. Tu ne diras rien à personne, dit Judith avec une certitude glaçante. Pas si tu veux garder ton fils. Je me suis figée. Que veux-tu dire? L'acte de naissance d'Ethan n'a pas encore été déposé, continua-t-elle. Un appel de ma part, et le nom de Marcus n'y figurera jamais. Tu seras une mère célibataire sans aucune prétention au soutien de la famille Chen. Et avec ses problèmes médicaux, ce petit garçon aura besoin des meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Vous ne pouvez pas faire ça, murmurai-je. Marcus est son père. Prouve-le, la défia Judith. Demande un test de paternité, et la vérité sur la façon dont tu es tombée enceinte éclatera. Tes dossiers médicaux montrent que tu as tout consenti. Ce sera ta parole contre la nôtre. Contre un médecin respecté, une psychologue renommée et l'une des familles les plus riches de San Francisco, ajouta doucement Lisa. Qui penses-tu que les gens croiront? Je regardai Marcus en silence, le suppliant de me défendre, de tenir tête à sa mère et à son ex-petite amie. Mais il se tenait là, l'air piégé et misérable. À ce moment-là, je savais que j'avais perdu. Si je les combattais, je risquais de perdre Ethan, et il était tout ce qui comptait maintenant. Que voulez-vous de moi? Demandai-je d'une voix sourde. Judith sourit, le triomphe dans ses yeux me glaçant le sang. Simple. Tu te remettras de l'accouchement, tu t'occuperas du bébé jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour quitter l'hôpital, puis tu t'en iras. Marcus demandera le divorce pour abandon de domicile. Tu recevras un règlement généreux à la condition que tu renonces à tous tes droits parentaux. Et Ethan, qu'est-ce qui lui arrivera? Marcus et moi l'élèverons, dit Lisa, comme nous aurions dû le faire depuis le début. Non. Le mot venait de Marcus, nous surprenant tous. Non, ce n'est pas juste. Evie est la mère d'Ethan. Elle l'a porté. Elle lui a donné naissance. On ne peut pas simplement le lui enlever. Judith se tourna furieusement vers son fils. Ne sois pas faible maintenant, Marcus. C'était le plan depuis le début. Ton plan, mère, pas le mien. Marcus traversa la pièce pour se tenir à mes côtés. Je suis désolé, Evie. J'aurais dû te dire la vérité depuis le début. J'ai été un lâche. Oui, tu l'as été, acquiesçai-je, trop épuisé pour filtrer mes mots. Tu le es toujours. Il tressaillit, mais ne discuta pas, tu as raison. Mais je veux arranger les choses maintenant. Ethan est notre fils, le tien et le mien. Nous l'élèverons ensemble, si tu peux un jour me pardonner. Lisa s'avança, son sang-froid se fissurant enfin. Marcus, tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que nous avons fait pour être ensemble. Nous n'allions jamais être ensemble, Lisa, dit tristement Marcus. C'était juste une autre des manipulations de ma mère. Je suis désolé si elle t'a fait croire le contraire. Judith était maintenant sur ses pieds, le visage déformé par la rage. Garçon ingrat. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Fait pour moi, ou fait pour me contrôler, rétorqua Marcus. Tu es allé trop loin cette fois, mère. Tu as mis en danger ma femme et mon fils aujourd'hui. S'il arrive quoi que ce soit à Ethan à cause de ce que tu as fait, je ne te le pardonnerai jamais. Je vacillai sur mes pieds, la pièce commençant à s'assombrir sur les bords. L'adrénaline qui m'avait porté jusqu'ici s'estompait, me laissant étourdi et faible. Marcus,
murmurai-je en tendant la main vers lui. Je dois retourner à l'hôpital. Je dois être avec Ethan. Il me rattrapa alors que mes genoux fléchissaient. La dernière chose que j'entendis avant que tout ne devienne noir fut la voix de Marcus, soudainement forte et autoritaire, appeler une ambulance, maintenant. Et mère, quand tout ça sera terminé, toi et moi, c'est fini. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le bureau élégant de Simone en centre-ville, berçant Ethan sur mes genoux. Mon magnifique garçon s'épanouissait, joufflu, les yeux vifs, et atteignait toutes ses étapes de développement en avance. La petite cicatrice sur son cuir chevelu où ils avaient placé le chien était à peine visible maintenant, cachée par ses cheveux noirs épais. « Tu es sûre de ça, Evelyne ?» demanda Simone, faisant glisser un document sur son bureau. « Une fois que nous l'aurons déposé, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je baissai les yeux sur les papiers, une poursuite civile nommant Judith Chen, Lisa Chen et le docteur Reynolds comme défendeurs. Les accusations comprenaient agression, coups et blessures, faute professionnelle médicale, complot et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. « J'en suis sûre, dis-je fermement. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. » Marcus, assis à côté de moi, tendit la main pour toucher la mienne. « Nous faisons ce qu'il faut, » m'assura-t-il. Je n'avais toujours pas entièrement pardonné à Marcus son rôle dans le complot, mais nous étions parvenus à un accord. Il suivait une thérapie intensive, apprenant à se libérer de l'influence toxique de sa mère. Il nous avait fait déménager de la maison que Judith nous avait achetée pour un modeste appartement de l'autre côté de la ville. Plus important encore, il avait coupé tous les liens avec sa mère, refusant de prendre ses appels ou d'accepter son argent. L'affaire pénale progresse également, nous rappela Simone. Le procureur estime qu'il y a suffisamment de preuves pour les inculper tous les trois. Marcus hocha la tête d'un air sombre. Bien. Ils méritent la punition qu'ils recevront. 1 an plus tard, je me tenais au fond d'une salle d'audience bondée, regardant le juge rendre son verdict. Dans l'affaire de l'État de Californie contre Judith Chen, Lisa Chen et le docteur Philip Reynolds, pour les chefs d'accusation de complot, agression et coups et blessures médicaux, la Cour déclare les accusés coupables de tous les chefs d'accusation. Un murmure parcourut la foule. Judith, élégante même dans la défaite, ne montra aucune réaction. Lisa, assise à côté d'elle, essuya une larme. Le docteur Reynolds, qui avait déjà plaidé coupable en échange d'une peine réduite, regardait droit devant lui. Pour le chef d'accusation de complot, je condamne chaque accusé à 5 ans de prison d'État. Pour les chefs d'accusation d'agression et de coups et blessures médicaux, je condamne chaque accusé à 7 années supplémentaires à purger consécutivement. 12 ans. 12 ans pour m'avoir violée, pour avoir mis en danger mon fils, pour avoir tenté de me voler ma vie. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis. L'affaire était devenue une sensation médiatique, un mélange parfait de richesse, de privilèges, d'éthique médicale et de droits reproductifs. Marcus a répondu à la plupart des questions, me protégeant du pire de la frénésie. Madame Chen, qu'est-ce que ça fait de savoir que votre belle-mère sera en prison pour la prochaine décennie, cria un journaliste par-dessus les autres. Je m'avançai, me surprenant moi-même. Mon nom est Evelyn Taylor maintenant, le corrigeai-je doucement. Et j'ai l'impression que c'est le début de la guérison. 5 ans plus tard, j'étais assise sur un banc dans une aire de jeu, regardant Ethan courir avec d'autres enfants de maternelle. Ses cheveux noirs brillaient au soleil, son rire se propageant dans le parc. En le regardant maintenant, si vibrant, si plein de vie, il était difficile de croire qu'il était le même nourrisson fragile qui s'était battu pour chaque souffle en néonatologie. Les médecins nous avaient prévenus des retards de développement potentiel, de la possibilité d'une paralysie cérébrale ou d'autres complications dues à sa naissance traumatisante. Mais Ethan avait défié toutes les prédictions sombres. Il avait marché tôt, parlait tôt, et faisait maintenant preuve d'une intelligence féroce qui me coupait parfois le souffle. Son seul rappel physique persistant était la petite cicatrice en forme de croissant sur son cuir chevelu, généralement cachée par ses cheveux épais. Les cicatrices émotionnelles étaient moins visibles, mais toujours présentes. Ethan faisait parfois des cauchemars, des terreurs qui le laissaient hurlant et inconsolable.
Le thérapeute disait qu'il était possible que son corps se souvienne du traumatisme même si son esprit conscient ne s'en souvenait pas. Je me demandais parfois s'il sentait la tension qui avait finalement déchiré sa famille. Marcus et moi avions essayé, vraiment essayé, de faire en sorte que ça marche. Pendant 2 ans après le procès, nous avions suivi une thérapie de couple, une thérapie individuelle, et même une retraite intensive de 2 semaines conçue pour aider les couples à guérir d'un traumatisme. Mais certaines blessures étaient trop profondes. La confiance qui avait été brisée ne pouvait jamais être entièrement réparée. Ce n'était pas entièrement la faute de Marcus. J'avais changé, moi aussi. La femme douce et confiante qui avait épousé un membre de la famille Chen avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus méfiant, farouchement protecteur de son indépendance. Je n'avais pas besoin de Marcus ni de l'argent de sa famille. Le règlement du procès civil nous avait mis, Ethan et moi, à l'aise, et j'avais repris mon travail de graphiste, créant une entreprise indépendante prospère qui me permettait d'être à la maison quand Ethan avait besoin de moi. Le divorce avait été aussi à l'amiable que possible. Nous reconnaissions tous les deux que, bien que nous aimions notre fils, le traumatisme de sa naissance et les révélations qui avaient suivi avaient irrévocablement changé notre relation. Nous partagions la garde, Ethan passant les jours de semaine avec moi et les week-ends avec Marcus. Nous étions polis lors des échanges, nous nous consultions sur les décisions importantes, et nous dînions même occasionnellement ensemble en famille pour le bien d'Ethan. Ça te dérange si je me joins à toi ? Je levai les yeux pour voir Marcus debout, aussi beau que jamais dans ses vêtements décontractés du week-end. Les années avaient été clémentes avec lui, quelques mèches argentées dans ses cheveux noirs, quelques rides de pluie autour de ses yeux, mais toujours le même Marcus qui avait autrefois fait battre mon cœur. Parfois, quand il souriait à Ethan d'une certaine manière, je ressentais un écho de ce que nous avions eu. Bien sûr, dis-je en me décalant pour lui faire de la place. Il demandait quand tu arriverais. Marcus s'assit, ses yeux ne quittant jamais Ethan. Comment va le nouveau travail ? Demandai-je poliment. Après avoir quitté l'entreprise familiale des Chen, Marcus avait lancé sa propre société de technologie, la construisant à partir de zéro sans les relations ou l'argent de sa famille. Elle avait eu du mal au début, mais prenait maintenant de l'ampleur. C'est bien. Difficile, mais bien. Il hésita. J'ai eu des nouvelles de l'avocat de ma mère hier. Mon estomac se noie. Judith avait été libérée de prison il y a 6 mois après avoir purgé 5 ans de sa peine. Elle avait obtenu une libération conditionnelle anticipée pour bonne conduite. Que voulait-elle ? Marcus soupira. La même chose qu'elle veut depuis sa sortie. Une chance de voir Ethan. Non, dis-je automatiquement. Absolument pas, je suis d'accord, m'assura rapidement Marcus. J'ai dit à son avocat ce que nous avons toujours dit, qu'Ethan n'est pas prêt, et que nous doutons qu'il le soit un jour. Je me détendis légèrement. C'était un domaine où Marcus et moi avions toujours été parfaitement alignés. Quelles que soient nos différences, protéger Ethan de Judith était notre priorité absolue. Avant que je puisse répondre, Ethan nous repéra et accourut, le visage rougi par l'excitation. « Papa, maman, vous m'avez vu ? J'ai grimpé jusqu'en haut tout seul. » Marcus le souleva, le faisant tourner. « J'ai vu, mon grand, tu as été incroyable. » Je les regardais ensemble, le cœur plein et endolori à la fois. Malgré tout, je ne pouvais pas regretter le chemin qui avait amené Ethan dans ma vie. Il valait chaque moment de douleur, chaque cauchemar, chaque larme. Alors que je regardais Ethan discuter avec enthousiasme avec son père, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le passé serait toujours là, mais il n'avait pas à dicter notre avenir. Nous pouvions choisir d'avancer, de guérir, de trouver la joie malgré tout ce que nous avions enduré. « Maman, on peut prendre une glace ?» demanda Ethan, apparaissant soudainement devant moi. « Papa dit que c'est d'accord si tu dis que c'est d'accord. » Je souris à son enthousiasme haletant. « Bien sûr, mon chéri, mais juste une boule. On dîne plus tard. » Marcus croisa mon regard par-dessus la tête d'Ethan. « En fait, je me demandais si tu voudrais te joindre à nous pour le dîner. Il y a ce nouveau restaurant italien près de mon appartement. Ils ont ces champignons farcis que tu aimes. » J'hésitais. C'était nouveau.
Nous avions déjà dîné en famille, mais toujours dans des restaurants adaptés aux enfants, toujours avec Ethan comme centre d'attention. Cela ressemblait plus à, à un rendez-vous. Je ne sais pas, Marcus. J'ai un projet à rendre lundi. S'il te plaît, maman. Ethan tira sur ma main. Ça va être amusant. Comme quand on est allé à Disney World. Nos vacances en famille l'année dernière, une offrande de paix de Marcus après un désaccord tendu sur la scolarité d'Ethan. À ma grande surprise, ça avait été amusant. Nous avions navigué tous les trois dans le parc bondé, mangé trop de cochonneries, et ri aux éclats dans les montagnes russes. Pendant quelques jours, nous nous étions sentis comme une vraie famille. D'accord, me suis-je entendu dire, mais je ne peux vraiment pas rester tard. Le sourire de Marcus était chaleureux et sans pression. Pas de problème. Je réserverai pour 6 heures. Alors que nous marchions vers le marchand de glace, Ethan entre nous, je pensais au long et étrange voyage qui nous avait menés ici. De l'horreur de cette salle d'accouchement aux révélations au manoir des chênes, de la satisfaction sinistre du tribunal à la douleur silencieuse de la signature des papiers du divorce, chaque étape nous avait façonné, moulé, testé. Je ne savais toujours pas si je pourrais un jour faire à nouveau entièrement confiance à Marcus. Je ne savais pas si la fragile amitié que nous avions construite depuis le divorce pourrait un jour évoluer vers quelque chose de plus. Mais je savais qu'Ethan méritait des parents qui pouvaient au moins être polis, qui pouvaient mettre ses besoins au-dessus de leur propre douleur. Et peut-être, juste peut-être, je méritais aussi une chance au bonheur. Pas le bonheur naïf et simple que j'avais autrefois imaginé, mais quelque chose de plus profond et de plus durement gagné. Un bonheur qui reconnaissait les cicatrices mais refusait de se laisser définir par elles. Judith avait essayé de tout me prendre, mon fils, mon mariage, ma dignité, même ma vie. Au final, c'est elle qui avait tout perdu. Sa réputation, sa liberté, son fils, son précieux héritage familial. Le nom Chen, autrefois synonyme de pouvoir et de prestige à San Francisco, était maintenant associé au scandale et au crime. La dernière fois que j'en avais entendu parler, Judith vivait seule dans un appartement en Arizona, coupée de son ancien cercle social, sa santé se détériorant. Lisa avait déménagé à Boston après avoir purgé sa peine réduite, changeant de nom pour éviter la notoriété. Le docteur Reynolds avait perdu sa licence médicale et avait purgé 3 ans de prison avant d'être libéré sur parole. Aucun d'eux ne m'avait contacté depuis le procès, bien que Judith essayait encore occasionnellement de joindre Marcus. Je regardais Marcus acheter à Ethan son cornet de glace, pépite de chocolat, son préféré, essuyant patiemment une goutte de son menton avant qu'elle ne puisse tacher sa chemise. Il me surprit en train de le regarder et sourit. Un sourire simple et sans défense qui me rappela l'homme dont j'étais tombée amoureuse toutes ces années auparavant. Le cauchemar qui avait commencé lorsque Judith avait fait irruption dans la salle d'accouchement nous avait façonné, marqué, presque détruit. Mais il ne nous avait pas définis. Nous nous étions définis par nos choix, notre force et notre amour inébranlable pour l'enfant qui nous avait presque été enlevé. C'était la vraie victoire. C'était la vengeance ultime. Alors qu'Ethan sautillait devant, Marcus se mit à marcher à côté de moi. Proche, mais sans me toucher. Il se débrouille si bien, dit-il doucement. La maîtresse dit qu'il lit au niveau d'un élève de CE2. Je sais. Parfois, je n'arrive pas à croire la chance que nous avons. Pas de la chance, dit fermement Marcus. Tu t'es battu pour lui. Dès le premier instant, tu t'es battu quand je n'en étais pas capable. Je n'oublierai jamais ça, Evie. Nos regards se croisèrent pendant un long moment, et dans cet échange silencieux se trouvait une histoire, à la fois douloureuse et profonde. Nous avions failli tout perdre. Nous nous étions fait profondément du mal. Mais nous avions aussi créé quelque chose de beau ensemble. Pas seulement Ethan, mais un nouveau type de relation forgée dans le feu de l'adversité. Que cette relation reste une amitié ou devienne un jour quelque chose de plus, je ne le savais pas.